Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier JT du mois de septembre et de la rentrée. Avec un petit peu de retard, je voulais reprendre la semaine dernière, mais tout ce qui s'était accumulé ne m'a pas laissé, hélas, le temps de reprendre les vidéos un petit peu plus tôt. Donc on va reprendre et les vidéos du JT de l'or, et puis j'aurai le plaisir aussi de vous retrouver pour le format L'écho par le prof. Alors, bonne rentrée à tous, bonne rentrée à toutes et à tous, comme dirait Canteloup quand il imite notre nouveau président Macron. Et donc bonne rentrée sociale, évidemment, puisque l'actualité va être marquée par des manifestations, des protestations, des contestations autour de la loi travail, des réformes qui sont menées par le gouvernement. Donc ici, le but n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, simplement de regarder factuellement les conséquences. Donc évidemment, un climat qui ne va pas être forcément très très bon pour le moral des Français, qui va susciter des inquiétudes. Et donc ce climat d'inquiétude, eh bien, il est toujours porteur par rapport à la demande de métaux précieux, à la demande d'or. Donc voilà, ça c'était pour le petit postulat de départ. On va passer au sujet suivant. Donc il y a un petit rappel simplement de l'évolution des cours de l'or. Donc là c'était juste avant les vacances, le 28 juillet. Donc c'était toujours, on était sorti de ce tunnel. On avait eu un mouvement baissier, on s'était rapproché. Donc regardez ce qui s'est passé évidemment pendant cet été pour ceux qui n'auraient pas suivi. Eh bien, on était sorti du tunnel. On va repasser sur l'autre diapositive. Et donc on est revenu après le mouvement baissier qui était là, sur la diapo précédente, en fait on était à ce niveau-là. On est revenu dans notre canal haussier et là on est vraiment sur le support très bas du canal haussier. Alors, on a tenté d'en sortir, je pense qu'on va rester dedans et on va rester dedans grâce à notre meilleur allié du moment. Je vous présente Rocketman, le grand copain de Donald Trump. Voilà, donc Rocketman qui est le président et le dirigeant nord-coréen et qui a répondu aujourd'hui, donc on est vendredi. Et donc, il a répondu, Rocketman, le dirigeant nord-coréen, a répondu aux menaces de Donald Trump que Donald Trump avait pu faire lors de son discours à la tribune de l'ONU. Et il a dit, je vais faire un énorme essai atomique en plein dans le Pacifique. Bon, bref, donc le ton monte entre la Corée du Nord et les États-Unis. Eh bien, retour des inquiétudes géopolitiques. Donc immédiatement, l'or, évidemment, lui aussi remonte un petit peu. Et donc, on sait que tout ça, c'est assez corrélé. Quand on a peur, il y a deux choses qui montent. Il y a l'or qui monte et le dollar qui monte. D'accord? Donc, retenez bien, le dollar monte parce que c'est le flight to quality et que les États-Unis restent la plus grosse armée du monde. Donc, paradoxalement, quand on a très très peur et quand les investisseurs ont peur, ils achètent de l'or et ils achètent du dollar. C'est ce qui se passe à chaque crise ou à chaque moment de crainte paroxystique sur le front géopolitique. Donc, retenez bien ces deux règles-là. Elle fonctionne très très bien et c'est ce qui régit le fonctionnement de l'économie et des flux financiers en période de crise. Voilà pour notre ami Kim Il-sung. On va passer au sujet suivant. Et donc, j'ai beaucoup de questions, vraiment beaucoup de questions sur qu'est-ce que je fais comme portefeuille de pièces d'or, qu'est-ce que je mets dedans, quelles pièces je choisis. Alors, en cette rentrée et pour vous permettre de prendre les meilleures décisions et puis pour alimenter votre réflexion, eh bien, je vais partager avec vous mon point de vue ou ce que je dis assez souvent, ou ce que je réponds assez souvent aux internautes et aux lecteurs qui d'Insolentiae qui me posent la question. Alors, qu'est-ce qu'on met dans son portefeuille? On va regarder un petit peu rapidement. Je fais une digression sur le classement de l'APMEX. L'APMEX, c'est un site nord-américain. Alors vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport avec le fromage français? Et justement, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est l'un des plus gros sites de vente, pour ne pas dire le plus gros site de vente aux États-Unis, de pièces d'or. Donc évidemment, il a une très bonne vision du marché nord-américain, USA et la partie anglophone, voire même francophone du Canada. Ce qu'il y a de passionnant dans ce classement, c'est alors évidemment, on retrouve soit les pièces américaines, soit les pièces canadiennes en premier. Et on retrouve la pièce 20 francs français, qui est dans ce classement en 8e position devant
le Vreneli suisse est devant le 20 francs suisse. C'est très important. Ça veut dire que, pour la suite de notre raisonnement, le plus gros site américain classe 8e pièce la plus négociée aux États-Unis, le Napoléon 20 francs. Retenez bien ça, c'est très important. Le Krugerrand, lui, est classé 4e et donc évidemment devant on retrouve les Gold American Eagle et les Gold American Buffalo et puis la Maple Leaf canadienne. C'est assez logique, on est sur le marché nord-américain. Ça veut dire quoi? Première conséquence, qu'est-ce qu'on doit retenir? 1. Les pièces les plus négociées sont en fonction de votre marché national. Si vous êtes aux États-Unis, la pièce la plus négociée, ce n'est pas le Krugerrand et ce n'est pas le Napoléon, c'est les American Eagle. Quand vous êtes en France, les pièces les plus négociées, c'est ni les American Eagle, ni les Krugerrand, c'est évidemment les Napoléons et on va y revenir après. Donc, en fonction de votre marché, vous avez des particularités locales. Et ces particularités locales, eh bien, les gens ils vont vers les pièces qui historiquement leur parlent le plus. Donc les pièces américaines quand on est aux États-Unis, les pièces canadiennes quand on est au Canada, les souverains britanniques quand on est en Britannie, les Reichsmark quand on est en Allemagne, et évidemment le Napoléon 20 francs quand on est en France. Et puis quand on est sud-africain, on n'achètera pas un American Eagle, on n'achètera pas un Napoléon français, on achètera évidemment un Krugerrand. Donc ce classement, il est très très important. On va passer au sujet suivant, les Napoléons. Et donc là, je vous ai juste pris les quantités de Napoléon qui ont été frappées. Alors ça ne veut pas dire que ce sont les quantités de Napoléon qui sont négociées aujourd'hui, mais on parle de centaines de millions de Napoléons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de flux, que ce sont des pièces qui sont demandées, et ce sont des pièces qui sont liquides. Parce qu'à un moment donné, quand on parle de mettre des pièces dans son portefeuille, il faut mettre des pièces qui sont liquides. Une pièce trop rare est une pièce qui n'est pas liquide. Par définition, les pièces les plus liquides dans chaque pays sont les pièces les plus négociées dans chaque pays. Et je vous renvoie à ce que je vous disais juste avant. Eh bien, ce sont les pièces qui sont les plus utilisées dans chacun des pays. Et donc, encore une fois, c'est la croix suisse, c'est le 20 francs suisse, le Vreneli quand on est en Suisse, c'est le 20 francs Marianne Koch, Napoléon quand on est en France, c'est les American Eagle quand on est aux États-Unis, c'est le Krugerrand quand on est en Afrique du Sud, les Nuggets, etc., quand on est en Australie, etc., etc. Je ne vais pas toutes vous les citer. Mais gardez bien ces ordres de grandeur, ça vous donne une idée de la profondeur du marché du Napoléon en France. Ça vous donne également un aperçu du fait que quand on vous parle, quand les gens vous parlent du louis d'or, du Napoléon, de la pièce d'or, tout le monde les a vus monter en bague, monter en collier, dans les bas de laine de la grand-mère, du grand-père, ils en ont hérité, ils en ont touché, ils en ont revendu. Bref, le Napoléon est une pièce très connue en France. On va passer à l'écran suivant. Et donc, je vous disais, l'un des grands principes, c'est de diversifier votre patrimoine et votre portefeuille de pièces d'or. C'est très important. N'en achetez pas qu'une seule référence, jamais. Alors, il y en a qui vont être tentés de faire que de l'American Eagle, d'autres qui vont vouloir faire que du Krugerrand, ou même d'autres qui vont vouloir faire que du Napoléon. Moi, je suis un grand fan du Napoléon parce que je pense que c'est la pièce la plus utilisée en France et que c'est surtout une valeur faciale, enfin une valeur de revente entre 200 et 250 euros qui est très adaptée à tous les scénarios et à tout ce qui pourrait se passer, y compris le fait même de devoir payer des services ou des biens avec ces pièces-là. Mais ça j'y reviendrai. Donc, le premier point, c'est que vous adaptez votre portefeuille à votre localisation géographique. Je pense que vous avez bien compris, des pièces américaines quand on est en Amérique, des pièces françaises quand on est en France, des pièces sud-africaines quand on est en Afrique du Sud, etc. etc. On adapte son portefeuille à ses centres d'intérêt, à ses scénarios d'avenir. En clair, si je pense que j'aurai que des appartements à acheter en or, on peut acheter des lingots. Si on pense qu'on risque de payer un médecin ou d'acheter un veau, une vache et un cochon avec des pièces d'or, à ce moment-là, on a plutôt intérêt à avoir des petites fractions pour pouvoir s'en servir comme d'une véritable monnaie d'échange. Et donc, ça évitera les problèmes de rendu de monnaie ou de surpayer trop cher quelque chose. Donc, évidemment, à ce moment-là, on va descendre dans les plus petites fractions, d'où l'intérêt du Napoléon, justement, qui est une pièce qui vaut entre 200 et 250 euros. Donc, vous achèteriez un vélo, vous achèteriez un caddie de course, enfin, voilà. Donc, si vous voulez, ça reste dans des quantités qui sont tout à fait gérables par rapport à des pièces d'une once d'or, comme le Krugerrand, par exemple. Mais ça, là, la valeur, c'est 1200, 1300
euros la pièce. On joue également sur les différentiels de primes à un instant T. Et je vais vous donner l'exemple du souverain britannique, on y reviendra, mais je m'arrête dessus maintenant. Le souverain britannique, on va dire c'est l'équivalent du Napoléon anglais. Le souverain britannique, il concerne avant tout les Anglais. Et les Anglais ils vivent quelque chose de particulier actuellement, ils vivent un Brexit. Et puis ce Brexit, il est générateur de beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements. Il y a des fois, on est très inquiet, d'autres fois, on est moins inquiet. Il y a des moments, les négociations patinent, à d'autres moments, elles peuvent même s'aggraver, etc., entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, quand on ne sait pas comment ça va se passer, on a des moments d'inquiétude. Ces moments d'inquiétude, ils ne sont pas linéaires dans le temps. Des fois, c'est très paroxystique et d'autres fois, il y a plutôt, comme actuellement d'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, la situation est plutôt relativement calme sur le front des négociations concernant le Brexit entre les autorités britanniques et l'Union européenne. Mais ça ne va peut-être pas durer. Et si ça ne dure pas, à un moment donné, vous pouvez avoir, comme les Britanniques n'ont pas l'euro mais la livre sterling, vous pouvez avoir un décrochage de la livre sterling. Si vous avez un décrochage de la livre sterling, vous pouvez avoir une panique chez les Anglais. S'il y a une panique chez les Anglais ou une inflation très forte importée en raison de la baisse de la monnaie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Anglais, naturellement, vont acheter un peu plus d'or. Qu'est-ce qu'ils vont acheter comme or? Ils vont acheter du souverain. Ils vont acheter leur pièce à eux, le souverain britannique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, le marché va se faire assécher de souverains parce que la demande, ponctuellement, momentanément et localement, c'est-à-dire en Angleterre, sera très forte pour le souverain. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La prime du souverain, c'est-à-dire la valeur du souverain va augmenter et va dépasser la valeur de son poids en or intrinsèque. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous auriez intérêt à revendre votre souverain pour peut-être acheter plus d'or dans d'autres pièces comme le Napoléon, le Krugerrand ou même le 20 francs suisses. Donc en gros, on essaye d'acheter des pièces qui ont une prime faible, on les revend quand elles ont une prime forte, et on joue sur ces différentiels de primes, et à chaque fois, ça permet petit à petit d'augmenter la quantité d'or que l'on possède dans son portefeuille. Je vous rappelle le principe de la prime. Le principe de la prime, c'est quand vous vendez une pièce plus chère que son poids en or, que son prix au poids en or. C'est la prime, le différentiel entre la valeur que devrait avoir la pièce par rapport à son nombre de grammes d'or et par rapport à la valeur à laquelle vous la revendez. Quand cette valeur elle est positive, c'est ce qu'on appelle la prime. Vous la revendez plus cher que la quantité d'or qu'elle contient en termes de poids. Donc évidemment, c'est très intéressant. Et plus vous achetez une pièce et des pièces qui sont proches du cours de l'or, eh bien plus évidemment, vous n'avez pas de prime ou peu de prime. Et donc l'idée, c'est de revendre les pièces qui ont une grosse prime pour racheter des pièces qui ont une petite prime, une faible prime, voire pas de prime, voire des fois même des primes négatives. Et donc là, c'est très intéressant parce que vous augmentez votre quantité d'or en faisant ces arbitrages. N'oubliez pas que quand vous faites ça, pour pouvoir faire ça, encore faut-il que vous ayez eu ces pièces dans votre portefeuille. D'où l'intérêt du point 1, là, de ce grand titre, de diversifier justement son portefeuille. Si vous ne le diversifiez pas dès le départ, vous ne pourrez jamais être en position, ou très difficilement être en position, pour jouer sur ces différentiels de primes. Donc voilà, donc ça, retenez-le, c'est un principe qui est important. Prendre en compte la valeur unitaire, j'en ai parlé tout à l'heure avec le Napoléon, d'une valeur de 200-250 euros, par rapport à une once d'or comme le Krugerrand, d'une valeur de 1200, 1300, 1400 euros, tout dépend un peu quand est-ce qu'on l'achète. Et enfin, il faut prendre en compte la facilité de revente dans votre zone géographique. En clair, en France, certaines pièces se revendent moins facilement que d'autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a moins de marché. Alors, c'est jamais un problème pour revendre de l'or, parce que dans le pire des cas, on vous rachètera votre pièce à son prix au poids en or. Le problème, c'est de la revendre à un bon cours, et donc idéalement avec une prime ou ce genre de choses. Vous réussirez très bien à revendre une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 10 pièces. Le problème, c'est si vous arrivez avec 500 ou 600 Krugerrand, 500 ou 600 American Eagle, alors que vous êtes en France, c'est pas évident que ça se vende si bien. Donc en France, qu'est-ce que vous ferez bien facilement racheter? Évidemment, vous ferez racheter très facilement les Napoléons, les francs suisses, évidemment les American Eagle, évidemment les Krugerrand, mais en priorité, ce qui se revend le mieux, ce sont les pièces européennes et en France, les pièces françaises. Mais bon, pour toutes les pièces que je viens de citer, vous n'aurez pas de problème.
il y a une liquidité. Mais en tout cas, prenez en compte la facilité de revente et la liquidité de ces pièces. On va passer enfin à mon dernier ma dernière petite diapo. Donc, c'était là-bas. Qu'est-ce que vous mettriez comme composition type dans un portefeuille? Alors, je vais vous dire ce que j'y mettrais. J'y mettrais un Napoléon 20 francs. Bon, voilà. Enfin, j'y mettrais des Napoléons 20 francs. Je ne reviens pas dessus, je me suis largement expliqué. J'y mettrais du souverain britannique. Je vous avais dit que j'y reviendrai. Pourquoi j'y mets du souverain britannique? J'y mets du souverain britannique à des fins spéculatives. Ah, pas bien. Ça reste de l'or. Et donc, dans l'or, on peut peut-être un peu s'amuser, des fois un peu spéculer. Et donc, l'intérêt du souverain britannique, évidemment, c'est de spéculer ou c'est de jouer sur les difficultés que va occasionner le Brexit, qui va être une négociation qui va s'étaler dans le temps, avec encore, je vous dis encore une fois, des moments d'inquiétude paroxystique et puis des moments de grand calme. Et donc, on va avoir certainement des moments où nous aurons des envolées de la prime du souverain britannique. Donc, je pense que c'est très intéressant aujourd'hui de mettre du souverain britannique dans son portefeuille, parce qu'on va jouer aussi quelque part la dévaluation de la livre sterling. Je mets aussi du Reichsmark. Ah bah oui, ça c'est étonnant. C'est la pièce allemande. Pourquoi? Parce que la pièce allemande, alors le nom même de Reichsmark fait qu'en termes marketing, c'est pas hyper vendeur. Alors attention, Reichsmark, c'est pas le Reich, c'est le Troisième Reich. C'est Guillaume Ier, juste quand même pour resituer un tout petit peu les choses. Mais c'est vrai qu'en termes marketing, c'est pas vendeur. On n'a pas forcément envie de posséder des Reichsmark. Pourtant, l'Allemagne est quand même jamais rien que la première économie de la zone euro et certainement la plus solide. Pareil, s'il y avait une explosion de la zone euro, s'il y avait de très fortes inquiétudes sur la zone euro, on peut penser que la demande allemande s'envolerait sur l'or. Il y a une spécificité allemande que nous n'avons pas en France. Nous payons énormément, nous, par carte bleue, par virement, bref, nous utilisons très peu le cash. Sachez qu'en Allemagne, eux, avoir des mallettes de billets de 500 €, c'est quand même juste monnaie courante, sans mauvais jeu de mots. Donc, ils utilisent énormément le cash, énormément la monnaie. Ils ont énormément de billets. Donc, s'il y a de l'inflation, s'il y a des craintes, ils ont évidemment une grande propension à convertir ces masses de billets en or, ce qui est encore plus facile. Donc, vous pouvez évidemment avoir une envolée de la prime sur le Reichsmark. Donc pareil, c'est à des fins un peu spéculatives et un peu sioux, mais c'est une pièce que j'aurais tendance à mettre dans mon portefeuille. Évidemment, deux pièces qu'on met dans son portefeuille, c'est le Krugerrand, qui est quand même une pièce internationalement qui est frappée tous les ans, donc il n'y a pas de rareté, mais c'est une pièce qui est très négociée au niveau international, c'est une pièce d'une once, mais c'est une pièce sur laquelle il y a globalement une faible prime, donc on peut comprendre que ce soit intéressant. Simplement, n'oubliez pas, ça reste une pièce sud-africaine, donc on en a dans son portefeuille. Après, la surpondérer, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, enfin chacun fait ce qu'il veut et voit midi à sa porte. L'American Eagle, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, même chose, le fly to quality, le vol vers la qualité. À chaque grande inquiétude, les investisseurs se réfugient aux États-Unis, se réfugie sur les actifs américains, se réfugie sur le dollar. On peut le regretter, on peut le déplorer, on peut pleurer, on peut taper des pieds, peu importe, c'est factuel, c'est comme ça que ça marche. Donc, ce qui s'est passé se repassera très certainement. On aura à la prochaine crise un grand retour vers les actifs en dollars. Avoir évidemment des American Eagle, ce n'est pas forcément une mauvaise idée de détenir ce type de pièces dans son portefeuille. Enfin, le 20 francs suisse, c'est une évidence, c'est l'une des pièces les plus négociées dans le monde et en Europe. Et puis nous avons la proximité avec la Suisse. Et pour terminer, la panda chinoise, petite option, si les États-Unis restent la première économie, officieusement, la seconde économie, voire la première, c'est plutôt la Chine. Et donc, le seul pays capable aujourd'hui de menacer réellement et dans la durée et pour les décennies à venir le leadership américain, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'Europe qui est profondément inféodée aux États-Unis, ce n'est pas l'Amérique latine qui est totalement divisée, c'est évidemment la Chine. Et la Chine est dite
tous les ans des pièces qu'on appelle les pandas, qui sont en plus extrêmement belles esthétiquement parlant. Avoir des pandas chinoises dans son portefeuille pour l'avenir, c'est pas forcément non plus une mauvaise idée. Donc voilà, ce n'est pas un portefeuille type dans le sens où je ne vous donne pas forcément de répartition standard. Chacun de vous, par rapport à sa sensibilité, vous allez surpondérer l'une, sous-pondérer l'autre. Mais je vous ai donné, je pense, à peu près les grands principes et les grandes bases de réflexion. En bas, dans YouTube, vous pouvez commenter, n'hésitez pas. S'il y a des questions spécifiques, eh ben, j'y répondrai peut-être dans d'autres vidéos. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver tous les jours sur le site insolenciae.com. Merci, à très bientôt. N'oubliez pas, on commente, on met les pouces en haut. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous.